Avec vous pour le 10h midi, on est ensemble pendant une heure pour commenter l'actualité avec aujourd'hui, c'est Régis de Castelnau qui me le fait remarquer, un plateau à particules, même si vous n'êtes peut-être pas tous nobles. Régis de Castelnau, avocat, votre blog c'est Vue du droit, vous participez également au magazine Causeur, le magazine d'Elisabeth Lévy, François de Closet, journaliste, écrivain, Jean-Luc Touly, non pas de Touly, oui. Et Ludovic président du FRIC, le Front républicain d'intervention contre la corruption. Ludovic de Villèle, vous êtes avocat. On l'a pas fait exprès, hein, on vous promet. Ils sont pas tous nobles. Aujourd'hui, dans l'actualité, il y a évidemment le dossier des retraites, le grand flou, le grand cafouillage. Bref, on n'y comprend pas grand-chose. Édouard Philippe a-t-il réussi à déminer le terrain ? C'est ce qu'on nous dit. Vous nous direz ce que vous en pensez. On va parler d'un maire qui refuse l'implantation d'Amazon dans sa commune. Amazon, destructeur d'emplois. On vous pose la question et puis peut-être que vous l'avez lu ou vous en avez entendu parler dans l'Express, cette enquête d'Anne Jouan à propos d'un charnier à l'Université Paris-Descartes. Vous êtes peut-être prêt à donner votre corps à la science. En tout cas, certains corps qui ont été donnés dans cette université, ça part toujours d'un bon sentiment, vouloir aider les étudiants en médecine. Eh bien, les conditions d'entreposage, ça se dit pas, c'est pas très joli, mais là, les conditions dans lesquelles étaient entreposés les corps étaient absolument scandaleuses. On parle d'un charnier, on va y revenir. 0826 300 300. Vos coups de cœur, vos coups de gueule. Commençons avec François. Oui, alors je vous dirais... Parlez bien dans le micro. Je vous dirais que j'ai été très choqué d'entendre un syndicaliste de la CGT, de l'EDF, expliquer qu'à l'occasion de cette grève, mais attention, nous allons couper à certaines entreprises l'électricité. Alors là, que le gouvernement, qu'on ne réagisse pas, c'est complètement extravagant. Ouais. Parce que on peut discuter est-ce qu'il faudrait réglementer ou pas le droit de grève à l'EDF. Ce qui est sûr, c'est que l'EDF est un service public. Que la première règle du service public, c'est d'assurer l'égalité de traitement à tout le public. Et que ce soit quelqu'un de l'intérieur du service public qui puisse dire « Moi, je vais couper l'électricité à un tel et à un tel », c'est horrible. Vraiment, pour moi, c'est un déni de service public et qu'on nous bassine avec la soi-disant défense du service public par les grévistes du 5 décembre, alors que, très légitimement, ils pensent à leur situation, et que ces défenseurs du service public puissent envisager que désormais, ce seront les électriciens qui décideront les jours de grève à qui ils donnent de l'électricité, à qui ils la coupent, c'est indigne. C'est pas pareil pour la RATP, la SNCF, ce sont aussi des services publics. Si demain... C'est le droit de grève. Si demain... Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le droit de grève. Si demain, lorsque la SNCF fait grève, les conducteurs de train décident qu'ils ne s'arrêteront pas dans les villes de droite, mais qu'ils s'arrêteront dans les villes de gauche, ce sera pareil, et ce sera scandaleux, et c'est aberrant. Je suis désolé, le service public, c'est pour tous, on le défend pour tous, et on ne se permet pas, sous prétexte qu'on exerce, qu'on travaille dans le service public, de l'attribuer aux uns et de le refuser aux autres. Est-ce que c'est le service public aujourd'hui, EDF, c'est Enedis, c'est... Ah, il y a un service public de l'électricité, et d'ailleurs, écoutez... Suffit. Ces gens ne cessent de nous bassiner qu'ils ne font pas ça pour défendre leur système de retraite. Ah, pas du tout. C'est pour défendre le service public. Alors, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il en dit, l'ancien syndicaliste ? Qui a écrit d'ailleurs chez Fayard, où se trouve la fille de François de Closet, L'argent noir des syndicats. Je dirais simplement, pas en contradiction, mais je m'étonne également qu'en parallèle, M. Macron a nommé Thierry Lepan, après la nomination de Thierry Lepan à la direction de l'agence contre l'illettrisme, inspecteur général de la jeunesse et sport, pour attendre certainement une contrepartie de la CGT qui visiblement ne lui a pas donné. Bon, non, je ne sais pas si c'est... Bon, tout est possible. J'ai bien connu la CGT, pour avoir été son avocat pendant 20 ans. Mais je pense que malheureusement... François de Closet a raison. Il a raison juridiquement parce qu'il y a le principe de continuité et d'égalité devant le service public et que cette façon, soit on coupe,
pour tout le monde, hein, mais on commence pas à faire la sélection. Ça, c'est absolument inadmissible. Quoi, je veux dire, c'est. Oui. Et alors, bien sûr, ils défendent leurs intérêts. Vu du droit. Oui, exactement. Vu du droit, ce sont des modalités qui disqualifient. Moi, c'est pour la raison pour laquelle moi je les critique, sans les condamner aussi fermement. Ils ont une position quand même à plusieurs vitesses, parce que moi j'étais délégué CGT pendant très longtemps chez Veolia. Veolia, donc l'ancienne Générale des Eaux, le service public de l'eau, un bien commun. Et la CGT n'a jamais remis en cause la privatisation, justement, de cette question de l'eau. Voyez. Ouais. Donc là aussi, si on est à EDF, on a une position radicale. Quand on est dans une autre multinationale, la privée, on a une position complètement contraire. Donc, avoir des positions à géométrie variable, moi, ça m'a gêné. Et c'est pour ça que j'ai quitté la CGT, d'ailleurs, parce que c'était assez incompréhensible. On va revenir sur la grève et sur ce qu'on peut en comprendre. On va continuer le tour de table, Ludovic. C'est évidemment pas... C'est mon blog. Hein. Oui. Oui, pardon. Oui, non, mais c'était aussi une question. Comme le disait François de Closet, c'est évidemment pas l'exercice du droit de grève, donc c'est sanctionnable sur un plan civil. Hein, ça, c'est clair. On est tout à fait en dehors du droit de grève, je ne pas le rappeler, qui est un droit constitutionnellement protégé. Donc là, c'est un dévoiement, comme vous l'avez dit, tout à fait scandaleux. Et on est étonné de l'attentisme, du silence des Ils ont assez d'ennuis comme ça. Non, mais je vois des auditeurs qui s'indignent. Mais si on vous coupe l'électricité chez vous, vous allez dire quoi? C'est arrivé hier à Paris. Oui. Enfin, c'était une panne. C'était un peu différent. Mais là, si des grévistes font ça, très bien, vous les soutenez, parfait. Si c'est par grève qu'on coupe l'électricité spécifiquement chez moi, c'est évidemment une agression personnelle totalement illégale. Solidarité avec François. Allez, Ludovic de Villèle. Oui, moi, un coup de gueule ce matin en regardant un peu les journaux. Je me suis rendu compte d'un rapport d'Oxfam dont la présidente est Cécile Duflot, amie de la Terre, qui nous dit que les principaux établissements bancaires français financiers soutiennent des activités extrêmement polluantes, qui soutiennent en fait les énergies fossiles, pétrole, charbon, et ça représente en énergie carbone, en taxe carbone, l'équivalent de 4,5 fois la production de la France. Donc 4 ou 5 établissements bancaires français représentent autant en émissions comment on appelle ça ? Gaz à effet de serre. Gaz à effet de serre, merci, 4 fois ou 5 fois la production de la France. Et alors on nous demande, nous, d'être vertueux. On confie notre argent à ces établissements bancaires et eux soutiennent des activités extrêmement nocives. Donc on a deux discours, je trouve ça absolument scandaleux. Et la conclusion était d'une représentante d'un établissement, on prend la Terre telle qu'elle est là et le monde tel qu'il est. C'est notre rôle de le changer, justement. Sinon, oui, mais il y a des gens qui donnent l'exemple. Hein. Oui, le Crédit Agricole notamment, pour ne pas le nommer. Ségolène Royal ne va pas aux réunions pour lesquelles elle est payée parce qu'elle ne veut pas d'empreinte carbone en prenant l'avion. Voilà. Pour aller voir un match de foot, si, mais puisque vous en parlez avec mon avocat, donc Joseph Bréham, Jean-Luc Touly. Nous allons certainement engager une procédure contre elle. C'est-à-dire ? C'est pas gentil. Ça. Une plainte. Pourquoi ? Parce que vous estimez qu'elle touche les 100 000 euros de notes de frais qui sont, compte utilisés tout à fait à la promotion de son livre, et puis à sa non-présence dans les réunions, et qui voulait être nommé par le gouvernement de M. Macron. Enfin, ces gens-là qui sont de gauche, puis ensuite... tout ça, ces recasages me gênent beaucoup, quoi. C'est tellement clair, en plus. Et puis alors, une absence de vergogne totale. Puisqu'on a 2 secondes sur cette brave Ségolène, d'abord, je vous pose une question. Est-ce que vous auriez déposé plainte si ça n'avait pas été une femme et un homme? Elle dit ça à chaque fois qu'on la critique. Alors, je rappelle quand même qu'elle a planté les finances de la région Poitou-Charentes ou Charentes-Poitou, et qu'elle a fait perdre à l'État français 10 milliards d'euros en mettant à bas les Cotax. Voilà. Jean-Luc, votre coup de gueule ? Moi, c'est suite aux Gilets jaunes. Vous savez, j'ai participé modérément. La gouvernance dans les territoires, à travers les conseils communautaires de communautés de communes ou de communautés d'agglomération. J'en ai assisté pas mal ces derniers temps. Je constate que quand je vois les ordres du jour qui vont de 60 à 90 questions, avec des annexes qui font de 3000 à 5000 pages transmises au conseil communautaire 5 jours avant, donc personne ne les lit. Bien sûr. Donc en termes de contrôle, en termes de décision, je veux dire, c'est une fausse démocratie. Alors j'ai pas de solution parce que c'est pas simple, mais la loi NOTRe de 2015 qui va transférer des compétences, notamment dans les services publics comme l'eau et l'assainissement, au 1er janvier 2020, va retirer donc ces compétences aux communes pour les donner à des intercommunalités énormes dont les principaux représentants sont élus indirectement, mais ne connaissent rien au domaine. Donc c'est une
petite poignée de dirigeants, et quel que soit le bord politique, qui vont prendre des décisions et qui vont impacter l'ensemble de ces territoires. Donc aujourd'hui, cette recentralisation des compétences au niveau de grosses EPCI, intercommunalités, font qu'aujourd'hui, évidemment, les personnes concernées sont complètement impactées et non concernées, quoi. Alors moi, je vais juste ajouter, puisque ça, j'ai beaucoup travaillé sur ces questions, c'est une volonté. La loi ATR, elle date de 92, sur les 5 jours, etc. C'est une volonté d'aspirer les compétences vers le haut sur des organismes qui entretiennent des liens assez relâchés avec la démocratie représentative. C'est tout. C'est qu'on a souhaité, c'est la technocratie qui prend le pas sur la démocratie locale, malheureusement. Alors, Régis de Castelnau. Alors moi, je veux revenir sur les 13 soldats morts à l'ennemi, tués à l'ennemi, comme on disait dans ma famille, non pas pour faire le tri entre eux, mais pour parler de l'un d'entre eux, qui s'appelait Romain Salle de Saint-Paul, qui est d'origine amérindienne, qui était bolivien, orphelin, de parents inconnus, qui est allé d'orphelinat en orphelinat jusqu'au moment où il a été engagé. Oui, il l'a été après, où il a été adopté par un notaire bordelais, avec sa sœur d'ailleurs, et il a tenu à s'engager dans l'armée en disant « Je veux rendre à la France ce qu'elle a fait pour moi ». Je trouve ça extraordinaire, ça en dit long sur ce pays, ça en dit long sur lui aussi. C'est exactement ce qu'avait dit, peut-être un peu plus, Dimitri Amilakvari, qui était compagnon de la Libération, qui était un prince géorgien, qui avait fait la bataille de Bir Hakeim, qui était dans la France libre, et qui a été tué. Il avait dit, avant d'être tué, il avait dit « La seule chose que nous puissions faire pour remercier la France de ce qu'elle a fait pour nous, c'est de mourir pour elle. » Et je mets ça en face, c'est rassurant, c'est magnifique, et je mets ça en face de ce que dit Madame Maboula Soumaoro, je ne dois rien à ce pays. Lui, considérait qu'il devait quelque chose, et ça a été sa vie. Ouais, donc Romain Salle de Saint-Paul, l'un des 13 militaires tués. On se retrouve dans un instant, on va parler de nos retraites. Est-ce que vous y comprenez quelque chose? La clause du grand-père abandonnée, ce sera la clause du demi-grand-père, d'après ce que j'ai compris. Enfin, je n'ai pas tout compris. 0826 300 300, à tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, on va parler de nos retraites, on va parler de ce charnier à l'Université Paris-Descartes, à propos des dons de corps à la science. Moi, je voulais vous faire écouter une séquence qui a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. C'était hier soir dans l'émission Quotidien. Cédric Villani était interviewé par un journaliste, Paul Laroutourou, qui lui posait des questions sur sa différence, sur le fait qu'on le sente différent. Donc il amène la question qui va suivre. Je vous propose d'écouter la séquence. Il y a aujourd'hui tellement de monde qui se pose des questions sur la personnalité, sur la différence, est-ce que ça le disqualifie, qui sait quoi. Nous sommes tous différents, nous avons tous nos particularités, parfois plus visibles que d'autres. Monsieur Villani, est-ce que vous êtes personnellement concerné par l'autisme? Vous voulez dire, est-ce que moi je suis autiste? Oui. Je sais pas, je me suis jamais fait diagnostiquer, j'ai jamais éprouvé le besoin de me faire diagnostiquer. Et qu'est-ce que ça changerait? Voilà, on a un petit peu raccourci la précédente réponse pour être tout à fait honnête de Cédric Villani qui parle de la différence, etc. Mais cette question directe, est-ce que vous êtes autiste? Je sais pas, Marlène Schiappa dit les personnes neuroatypiques, autistes, Asperger, HP ou toute autre différence ont toute leur place dans la démocratie. Respectons le choix de chacun d'en parler sans assigner quiconque à cela. Débattons du fond avec Cédric Villani, pas de sa personne. Est-ce que vous êtes choqué par cette question? Est-ce qu'on poserait la question à quelqu'un, tiens, il paraît qu'on dit que vous avez le sida, ou on dit que vous avez un cancer, ou est-ce qu'on poserait cette question? Vous êtes choqué ou pas par... Attention, il y a le problème de la santé des hommes politiques, qui est un vrai problème. Oui. Pas quand vous avez un homme politique qui se présente en sachant qu'il a un problème de santé et qui risque de l'empêcher de remplir ses fonctions. Ça, c'est un vrai problème. On doit être sûr que la personne est en bonne santé. On n'a pas besoin de savoir le détail, mais ça, on doit être sûr. Ça, c'est sur le plan physique. En revanche, sur le plan, je dirais, intellectuel, psychique, je ne vois pas ce que ça peut apporter, ce qu'on peut. Malheureusement, c'est à chacun de se faire une opinion, et je dirais de venir sous le nez de quelqu'un et dire « Est-ce que vous êtes schizophrène? Est-ce que vous êtes ceci ?» Moi, en tant que journaliste, ça me donnerait plutôt envie de rendre ma carte de presse. Oui, moi je pense qu'il se disqualifie, mais en même temps, rien qu'en posant la question, il discrédite directement Cédric Villani, parce que même qu'il réponde dans un sens ou dans un autre, en posant la question... Quelque part, on veut faire croire quand même qu'il y a un problème de ce côté-là.
Donc, alors il y a des rumeurs, il y a des tweets. Le journaliste lui a montré des tweets, beaucoup d'interrogations sur effectivement l'aspect un petit peu étrange parfois de Cédric Villani. Moi je m'en suis aperçu aussi. Oui. De là à lui poser cette question-là, automatiquement, ça va avoir un effet probablement sur le résultat de l'élection. Bon, même si l'élection est dans un peu moins de 4 mois. Mais je trouve que le journaliste va trop loin là. Mais il a plutôt bien répondu, Villani. Je trouve qu'il a bien répondu, mais vous, le journaliste, il y a un code de déontologie. Non, c'est pas prévu, ça. Est-ce que c'est comme la violation de la vie privée Après, il aurait pu répondre non. C'est une séquence enregistrée, donc il pouvait dire je ne veux pas répondre à cette question. Je trouve qu'il a très bien répondu. De la dignité et du recul. Monsieur, pouvez-vous nous expliquer à quoi ça correspond et pourquoi vous tenez à avoir une apparence tellement différente, vos lavalières, vos araignées, etc. Ça me paraît tout à fait justifié. Mais dire, est-ce que vous seriez pas un peu autiste, vous ? Ça revient à dire, vous savez, je le sais, il est autiste, mais il va pas vouloir vous le dire. Alors, et ça, je ne le ferai pas comme ça. Le mal est fait. Est-ce qu'on a le droit d'être... la question, c'est est-ce que vous êtes choqué ? Est-ce qu'on a le droit d'être choqué par M. Barthez lui-même et son émission, dont on prétend que ce sont des journalistes qui l'animent ? C'est n'importe quoi, c'est une espèce de talk show où on se fout de la figure d'absolument tout le monde. Alors, moi, je pense que Villani, que je trouve par ailleurs extrêmement sympathique, puis bon, les grands matheux, comme j'étais nul en maths, les grands matheux, ils m'épatent, moi. Eh bien, ce qu'il aurait dû faire, c'est ne pas accepter de répondre aux questions de cette espèce de voyoucratie là qui fait de la dérision permanente et obligatoire. Je trouve c'est pas du journalisme. Là, je vous rejoins, mais je pense que ce ne sont pas des journalistes. Il aurait entretenu le doute de ne pas répondre. Maintenant, nous n'avons plus de frontières. Il y a l'infotainment, comme on dit, et d'un autre côté, je vais être tout à fait honnête, il y a des moments où ce que je vois au quotidien, en tant que journaliste, ça me choque profondément. Et puis il y a des moments où je me dis, quand par exemple, il s'amuse à reprendre dans un homme politique, regardez, il vous resserre toujours les mêmes éléments de langage, ce qui entre nous devient inévitable étant donné la multiplication des chaînes, des stations de radio, de télévision. Mais là, et parfois, je dois dire, il fait, je me dis, la presse aurait dû le faire. Mais d'autres fois, je suis scandalisé. C'est toujours pour disqualifier. Il y a toujours la dérision derrière. C'est vrai. Pour disqualifier et saper la confiance. Est-ce que c'est pas le travail de journaliste aussi d'aller chercher ce qu'il y a, d'éclairer, c'est ce qu'ils font. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'il y a je pense que ce sont aujourd'hui. Les journalistes devraient le faire, mais eux, la façon dont ils le font. Dans quoi il l'enveloppe ? Parce que c'est 10%, bien ça. Sûr. Oui, mais l'interview qui a eu lieu hier, on retient que ce buzz un petit peu. Et on en reparle, la preuve, ce matin. Donc il va rester quelque chose. Moi, je ne suis pas spécialement pour M. Villani. Mais là, ça va lui porter atteinte un petit peu quelque part. Je ne suis pas sûr. Je trouve qu'il a plutôt bien répondu. Donc après, toute la question est là. Oui, mais en fin de compte, c'est la question qu'on... Moi, je suis plus mesurée que vous sur Quotidien. Je trouve que c'est une émission que je regarde. Et je trouve qu'ils font le boulot. Ils font du boulot que ne font pas les journalistes aujourd'hui. Et dans leur genre, ils ont un talent extraordinaire. Donc voilà. Un talent. J'aime pas du tout. Vous avez le droit de pas aimer, mais vous pouvez reconnaître qu'ils font des choses que les autres ne font pas. C'était juste après l'affaire Doutreau, où la magistrature avait fait bloc comme ça. Il y avait une promotion de magistrats qui voulait porter le nom de Patrice Burgot, le juge d'instruction qui avait tout foiré. Et donc j'avais écrit un article dans Libération qui s'appelait « La tentation autiste des magistrats ». Il y a eu une réaction de protestation, c'est une association d'autistes qui a dit qu'il était scandaleux qu'on les traite de magistrats. Je n'invente rien, je vous promets. Je vous promets. Allez, on va marquer une pause et on se retrouve pour parler des retraites. Et rassurez-vous, je fais de l'ironie quand je dis que je n'ai rien compris. J'ai des auditeurs qui me disent que je suis hypocrite en disant ça. Non, j'ai tout compris. À tout de suite. La semaine prochaine, c'est le 5 décembre et le Premier ministre a cherché à donner des gages, des signaux à certaines organisations et aux Français qui sont assez sceptiques sur sa réforme. Les récentes déclarations d'Édouard Philippe sur la réforme des retraites ont laissé sous-entendre que le gouvernement était prêt à revoir sa copie, mais bon, pas de réponse très très concrète. Donc on entend les mots de détermination, d'apaisement, qui sont un petit peu contradictoires. Qu'est-ce qui va se passer ? On ne connaît pas vraiment les termes exacts de la réforme des retraites, François de Closets. Non, mais toute cette affaire a été tellement mal engagée, c'est la preuve que quand une situation est compliquée, il ne faut pas prétendre lui apporter une réponse simple. Et il suffisait d'ailleurs de dire au départ, écoutez, dans notre système de retraite, il y a un truc qui marche bien. C'est
les GIRC, c'est-à-dire des retraites complémentaires des cadres, qui sont des retraites à points gérées, qui plus est, par les syndicats. Ça va bien, on va étendre ça à l'ensemble du système. Bon, c'était simple, hein. Au lieu de ça, les syndicats, quand on leur a dit on va faire une retraite à points, mais qu'est-ce que c'est? Mais quelle horreur, mais quelle angoisse, alors quand même gère très bien depuis 40 ans la retraite à points des cadres. Et deuxièmement, il est sûr que de vouloir faire un régime unique, c'est une folie. Il faut faire un régime commun et avoir à peu près 5 déclinaisons, comme le propose Christian Saint-Etienne, c'est-à-dire pour les salariés du privé, 1, pour les fonctionnaires, 2, pour les indépendants, 3, pour les régimes spéciaux du public, 4, et pour les régimes professionnels du privé, 5. Donc une gouvernance commune, 5 régimes. C'est clairement expliqué, sauf qu'on a un monsieur Delevoye qui a travaillé 2 ans sur cette réforme des retraites et qu'aujourd'hui... c'est quand même un petit peu le grand flou et qu'on n'a pas compris tellement plus de ce que le gouvernement voulait faire. Si vous voulez, je vais être de nouveau d'accord avec François, c'est pas possible ça. Ça a été très mal emmanché. Je vais prendre un premier exemple, la retraite des avocats. Je suis plus concerné, la mienne a été liquidée, mais c'est spoliatoire, c'est un régime bénéficiaire, donc on va prendre ces sous pour les mettre noyer dans le tonneau des Danaïdes, et les retraites des avocats vont être diminuées entre 20 et 30%. Donc les avocats sont vent debout. Comme les enseignants, j'ai vu un certain nombre de choses. Alors, techniquement, je ne me suis pas plongé à fond, mais qu'est-ce que je vois sur la notion de mal emmanché? On vous dit, comme vient de le dire François, retraite à points, ça marche avec la GIRC, etc. Mais on nous ressort à ce moment-là une belle vidéo de monsieur François Fillon, au moment, juste après la primaire de la droite, au moment où tout le monde pensait qu'il serait président de la République, et qui explique, mais devant des patrons, en oubliant qu'il est filmé, et donc ça vient de ressortir maintenant, il nous dit, écoutez, les hommes politiques osent pas le dire, mais ce système de retraite à points, c'est pour diminuer les pensions, c'est pas autre chose. Alors, comment voulez-vous que ce soit pas le bazar derrière? Puis, dernière observation, puis après j'arrête, promis, c'est que le problème, c'est l'impopularité de Macron, et il peut porter n'importe quel dossier, y compris réforme, etc. Les gens vont commencer par le rejeter avant de l'examiner. Il y a une overdose. Quand je dis que je n'ai pas compris, c'est vrai qu'on ne comprend pas le discours aujourd'hui du gouvernement. Ce matin, j'ai entendu quelqu'un citer Alan Greenspan qui disait « Si vous avez compris ce que je viens de dire, c'est que je me suis probablement mal exprimé. » Donc, j'ai trouvé que c'était assez juste par rapport à ce qu'aujourd'hui, la situation, il y a cette grève qui est annoncée pour la semaine prochaine, pour le 5. Que veut le gouvernement ? D'autant plus qu'on devait... Non, je suis pas d'accord, là. Vous dites que c'est pas clair, c'est très clair. Sibeth Ndiaye nous l'a dit hier. Elle a dit, la réforme des retraites, c'est la réponse à la crise des Gilets jaunes. Se moquer du monde à ce niveau, c'est quand même très fort. Et ensuite, on a Ferrand. Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement. La porte-parole du gouvernement. Et Ferrand qui vient dire, assis à l'hôtel de Lassay, en rentrant de Lille et de sa mise en examen pour toute une série de prévarications, qui vient dire, cette loi est destinée à lutter contre les privilèges. On est le 4 août. Attendez, on les comprend. Alors, attendez, on a un appel, on a Jean-Noël. Peut-être que Jean-Noël a compris. Bonjour Jean-Noël, vous nous appelez de Villeneuve-Loubet. Oui, bonjour Valérie, bonjour à tous vos invités, tous les auditeurs dans cette belle France. Oui, par rapport à ces retraites qui vont rentrer en 2025 ou plus tard, je ne sais pas. C'est vrai que je suis un peu dubitatif par rapport, on veut faire payer par rapport, je pense, au privé, on veut leur serrer un petit peu le robinet, et à côté de ça, les régimes spéciaux, style RATP, EDF et d'autres que je connais pas tout malheureusement, où là, je pense que les gens peuvent travailler un petit peu plus aussi, tout le monde doit faire un effort, entre 55 ans et partir à 55 ans et partir à 62 ans, 63 ans, même si on est conducteur de train, après il faut peut-être aménager, il faut retrouver des choses. Mais aujourd'hui, je pense que par rapport aux régimes spéciaux, on va serrer le robinet à tout le monde et mettre un petit peu en difficulté certaines professions du privé qui, eux, n'ont pas le pouvoir de pouvoir manifester, dire les choses. Malheureusement, il faut qu'ils travaillent.
et aussi peut-être de préparer cette retraite en remontant un petit peu dans le temps, peut-être, je sais pas, afin de préparer, est-ce que si on doit faire une retraite plus ou moins privée à terme, d'avoir le temps de se retourner, parce que si c'est à partir de 2025, c'est-à-dire les gens qui ont 55 ans aujourd'hui vont partir dans 7-8 ans, ils n'ont pas le temps de se retourner pour préparer autre chose. C'est malheureux à dire, mais je trouve que c'est toute une génération qui risque d'être un peu pénalisée à terme par rapport à ces retraites. Et là où vos interlocuteurs ont tout à fait raison, c'est-à-dire que pour commencer, il faut que l'accès ce soit en haut de l'État, qu'on montre l'exemple. Et quand M. Ferrand ou dit des inepties ou dit des choses, des bêtises comme ceci, on doit reprendre. Et puis après, il y a des moments pour voter où on est là pour se manifester, puis pour sanctionner ce qu'on doit sanctionner. Mais c'est à nous, Français, depuis 45 ans, 50 ans, qu'on fait des bêtises, et aujourd'hui, on en est là aujourd'hui. On en est là, et tout cet argent, comme je l'ai dit la dernière fois, il y a une gabegie qui est passée, il y a des milliards d'euros, il y a des centaines de milliards qui partent en fumée sur des bêtises. Et aujourd'hui, on doit revoir ça. Et je pense que l'effort, oui, mais on doit le faire tous ensemble, pour notre pays, c'est tout à fait normal, mais on doit le faire tous à bon escient. Et non pas que certains privilèges comme la RATP ou la CNCF ou autre, je ne sais pas. Voilà. Merci Jean-Noël. Une réaction à ce qui vient d'être dit, Ludovic de Villèle. Oui, notre auditeur est plein de bon sens et on ne peut que, personnellement, être d'accord avec ce qu'il dit. C'est un problème de fond et c'est un vrai sujet. Au moins, peut-être que si M. Macron parle, du coup, on ne l'entend plus. Au moins, comme d'autres, il s'attelle au problème. Et c'est 25 ans ou 30 ans qu'on parle de ce sujet-là et qu'on ne le traite pas. Donc on va le mettre sous le tapis parce qu'on n'y arrive pas, parce que le 5 décembre et après, voilà, on n'aura pas répondu au problème. On n'aura pas répondu au problème. Voilà, donc on file le truc. Valérie, on peut revenir dans 20 ans et on en reparlera. C'est vraiment typiquement le sujet qui est celui des droits acquis et c'est pour le voisin et pas pour moi. 42, c'est peut-être trop, mais ça fait autant de corps, de métiers ou d'individus qui vont être contre ce système-là. C'est extrêmement compliqué. Peu, 5, oui, peut-être. 5 communs, oui. Non, c'est par rapport à M. Ferrand, parce que vous savez qu'on avait porté plainte contre lui. Bon, malheureusement, on n'a pas pu continuer, mais l'Anticorps l'a fait, parce qu'il était très bon dans la gestion des mutuelles de Bretagne, surtout pour lui-même et sa famille. Oui, mais donc, parce que lui, vraiment, président de l'Assemblée, formateur des nouveaux députés du Nouveau Monde, franchement, on ne pouvait pas trouver pire. D'accord, mais les retraites, la réforme des retraites. Il y a quelques jours, on apprenait que ça allait être le 10 décembre qu'on allait apprendre le projet. Et puis maintenant, on parle du mois de janvier. Voilà. Et puis qu'on va reporter ça peut-être en 2060. Mais franchement, et que on a un déficit, on parlait du 3%, maintenant le 3% c'est terminé, ça va être 4%, 5%. Enfin, il y a des contradictions flagrantes. Et on répond toujours pas à la France des invisibles, même si on a soi-disant donné 17 milliards ou plus, mais les gens ne le ressentent pas. Ben non. Donc, tout ça fait effectivement, comme tu disais, Régis, il y a un ras-le-bol de M. Macron qu'on voit à toutes les sauces. Et c'est indigeste. On ne l'écoute plus. Mais ce qu'on ne sait pas, quand je dis que je ne comprends pas ce qu'on ne sait pas, c'est ce que va lâcher le gouvernement. Qu'est-ce qu'il va lâcher, quoi et quand. Mais il essaye de diviser déjà sur les réseaux sociaux. Il essaye de faire de la cour à la CFDT pour essayer de diviser. Tout ça, c'est des vieilles méthodes assez discutables. Mais on ne veut pas poser le problème dans les termes où il se pose. C'est un problème intergénérationnel. Ce n'est pas un problème social des riches vers les pauvres. C'est un problème intergénérationnel. Il se trouve que notre génération a gagné des années de vie en plus. Le problème est de savoir qui va payer ces années. Est-ce que c'est nous, dans une retraite par capitalisation? On a décidé que non, c'est les jeunes qui le paieront. Et alors, on s'est servi, notre génération, mais royalement. On demande... Non, je dis notre génération. Pardonnez-moi, j'ai hélas l'avantage de l'âge. Donc, on a décidé que, effectivement, les jeunes allaient payer. De toute façon, la gauche française considère que le summum de l'action de gauche, c'est de se faire entretenir par ses enfants. Ça dure comme ça depuis 50 ans. Et là, on a demandé donc aux jeunes de prélever 16%, 14% pour le moment de notre PIB pour payer les retraites. Et tranquillement, on vous dit, dans l'avenir, vous touchez à rien, et on sait que si on touche à rien avec l'allongement de la vie, etc., eh bien, ce sera plus 14, ce sera plus 16, et on est à 4% de plus que la moyenne européenne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'un mot, pour payer les pensions, les retraités actifs, les jeunes, disons, doivent payer 80 milliards de plus
que dans les autres pays, et tranquillement, on envisage de garder ce système et de leur mettre encore 40 milliards à charge. C'est une infamie de notre génération vis-à-vis des générations actives et des jeunes. Mais on ne peut pas généraliser quand même sur l'espérance de vie, parce que l'espérance de vie, effectivement, c'est beaucoup allongé, on est autour de 80 ans et un peu plus pour les femmes, mais quand on regarde aussi les classes sociales, parce que ça existe encore, il y a quand même une disparité. Énorme. Donc le problème de la pénibilité devrait aussi intervenir. Et ça n'a pas du tout été tranché. C'est un problème, il fallait faire la retraite ouvrière à 60 ans, c'était possible, c'était juste, c'était finançable, et pas la retraite à 60 ans pour tous, c'était de la démagogie, et ça a foutu le système en l'air. Allez, on va marquer une pause et on va revenir sur ce scandale donc révélé par l'Express, le centre du don des corps, qui a été fermé d'ailleurs depuis la parution de cet article, après la découverte d'un charnier humain il y a quelques années, et encore aujourd'hui. On en parle dans quelques instants. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. Vous retrouverez ensuite André Berkoff en pleine forme comme tous les jours. À Paris, le centre du don des corps a été fermé après les révélations du magazine L'Express, de l'article de la journaliste Anne Jouan, découverte d'un charnier humain qui a persisté pendant plusieurs années. C'est un centre qui est rattaché à l'université, à la faculté de médecine de Paris Descartes, et qui a accueilli des milliers de dépouilles dans des conditions absolument indécentes. Hier, l'établissement a présenté ses excuses. Une enquête est en cours. Et depuis cet article, de certains médecins, certains professeurs ont raconté avoir effectivement enseigné sur des corps qui étaient dans des états absolument épouvantables. Donc on se dit, comment est-ce que c'est possible ? Cet article révèle également que les corps étaient vendus à des sociétés privées pour des crash tests, pour des compagnies automobiles, ou encore pour des tests sur la peau, des parties de porc, des parties du corps. Donc le don de corps, on n'imagine pas qu'on puisse se retrouver dans cette situation-là. Jean-Luc Touly. Tu sais que je fais un livre sur la fin de vie, et donc on n'avait pas pensé à ça. On va rajouter un chapitre là-dessus, parce qu'effectivement, c'est encore une chose qu'on découvre, et qui est encore aussi, on fait de l'argent, puisque le livre s'appelle Les requins de la fin de vie, où là-dedans, il y a aussi beaucoup d'intérêts financiers, malheureusement, et c'est assez, évidemment, peu connu. Et donc, je félicite Anne Jouan, que j'ai connue dans une autre affaire liée à la petite fille de Madame Mitterrand. J'étais le directeur de sa fondation pendant un certain temps, et Nicolas Hulot. Donc, je lui fais confiance sur ce qui vient de se découvrir, mais c'est vraiment, effectivement, c'est honteux, quoi. Mais comment ça a pu durer autant d'années ? On n'a pas d'argent pour les ponts. Autant d'années, c'est-à-dire des chambres froides qui ne sont plus froides, des amoncellements, parce qu'on parle de charnier. Alors, Judith Weintraub, parce que j'en ai parlé il y a 2 jours, me dit, mais un charnier, c'est pas ça. C'est quand on tue des gens. Si, un charnier, c'est un amas de corps. Et les photos qui ont pu être vues par la journaliste décrivent un charnier, François de Closet. Pourquoi vouliez-vous que ça s'arrête ? Les choses en France dépendent du pouvoir de nuisance de ceux qui les subissent. Si ils ont un pouvoir de nuisance très fort, tout le monde s'en occupe. Sinon, personne s'en occupe. En l'occurrence, vous savez, les morts, ça n'a pas un grand pouvoir de nuisance. Vous faites n'importe... Et j'ajoute que de plus en plus, la mort arrive très très tard, les personnes meurent seules, ayant perdu leur famille, leurs proches, etc. Donc, c'est un corps qui n'est pas observé, il n'y a plus de contact. Bon, on pouvait faire n'importe quoi. Les morts n'allaient pas se redresser et dire « Voulez-vous me traiter décemment ?» les gens qui travaillent, vous êtes médecin, vous voyez, vous êtes étudiant, vous voyez les conditions dans lesquelles sont gardés les corps, vous ne pouvez pas... c'est des cadavres, je cite, des cadavres par dizaines au milieu d'un fatras indescriptible, des corps démembrés, une tête qui gît sur le sol, installation vétuste, inadaptée, ne respectant pas les obligations légales, des chambres froides non hermétiques, des pannes à répétition. Ça a duré des dizaines d'années, avec une aggravation à partir de 2013. Mais parce que le principe de notre société, tout le monde s'en fout s'il n'y a personne qui vient faire mal, agresser cette société. Et en l'occurrence, attention, ce qu'a fait la presse, ce qu'a fait l'Express, en révélant justement, en brisant ce mur du silence, ça prouve l'intérêt de la presse, et c'est ce qu'il y a de plus noble dans la fonction du journalisme. Mais ce que je voudrais dire, le problème, c'est que l'opacité entre la façon dont on traitait les morts et
les familles. Parce que en France, en particulier, c'est probablement la même chose à l'étranger, la question des corps est très importante. Quand on voit le travail qui a été fait, par exemple, après la guerre de 14, et qui dure toujours, on a retrouvé le corps d'Alain Fournier il y a une dizaine d'années, de l'auteur du Grand Monde. Et donc, récemment, il y a un bruit qui a circulé qui était faux. Des familles avaient réussi à faire rapatrier les corps de poilus tués dans le cimetière local. Il y a les grandes nécropoles, mais les gens voulaient que ce soit ramené parce que c'était très important. Et on avait dit que le maire voulait vendre les tombes. C'était pas vrai du tout. Il voulait rassembler les corps. Elles étaient plus entretenues. Et ça a fait un scandale national immédiatement. Non. C'est le défaut d'information. Cette affaire est absolument monstrueuse. Parce que la question, on donne le corps, etc. Alors, ce qui est terrible, c'est que déjà, il y avait une baisse du don de corps à la science et que c'est indispensable pour nos futurs médecins pour se former. Alors, c'est pas partout comme ça, l'enquête le dit bien, mais cette situation à Paris est épouvantable et scandaleuse. Oui, on ne peut qu'être d'accord pour dire que c'est scandaleux. Et vous louez le travail, on le loue des journalistes, heureusement que c'est des journalistes, mais cette affaire, je crois, existe où les autorités la connaissent depuis 2016. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on la sort maintenant ? Alors, je me ferai, c'est pas le sujet, mais exprès, je le dis quand même. Pourquoi ça sort maintenant ? Est-ce qu'il y a des élections à l'Université de Paris-Descartes ? Est-ce que c'est un règlement de compte ? On s'en fout à la limite, non ? Exactement, je veux dire, à l'arrivée, c'est peut-être la raison pour laquelle ça aurait pu sortir en 2016. Vous pouvez me dire, ça change rien, mais ça fait partie de cette opacité, cette omerta. Pardon, Jean-Luc. Juste une seconde. Oui. Évidemment, tant mieux que ça sorte maintenant et pas en 2025, mais pourquoi ce n'est pas sorti avant ? Il y avait peut-être un intérêt commun des étudiants, des universitaires, de la direction. On peut se poser la question, mais sinon je ne fais pas avancer le débat, Valérie. Évidemment, c'est scandaleux et ça ne peut que porter préjudice à la médecine, parce qu'évidemment, déjà, donner son corps, c'est un geste formidable. Parce qu'il y a des frais quand vous donnez votre corps, en fait, vous ne le donnez pas, puisque il y a des coûts. Et vous le vendez, c'est entre 200 et 900 euros en moyenne, payables à l'avance par le donateur quand vous décidez de faire don de votre corps. Pour aller dans le sens de François, par rapport à la presse, quand vous voyez le rapport qui a été fait par le Sénat, je crois que c'est en juin ou juillet, sur l'état des ponts en France. Et qu'en fin de compte, la presse en ressort parce qu'il y a eu un accident terrible. Et donc, il faut qu'il y ait quelque chose qui fasse le buzz, si on veut que c'est comme ça, pour qu'on se saisisse. Parce que là, si en fin de compte, si on privatise quelque part, on demande à les entreprises privées de pallier un peu l'absence de fonds publics sur ce genre de choses, alors que pour les médecins, pour leur formation, c'est indispensable. Dans quel monde on vit, quoi ? On découvre à chaque fois des choses comme ça, quoi. C'est quand même c'est à lire dans l'Express et je pense que ce n'est pas que ça va continuer. Les révélations vont continuer sur cette affaire. Il semble que en province, justement, les centres, d'après ce que c'est ça. lu, dans l'article, soient beaucoup mieux tenu que ça. Lucien, c'était assez spécifique. Lucien, vous êtes en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour Valérie. Bonjour à l'équipe. Bonjour aux auditeurs. Valérie, permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour l'intérêt que vous portez aux handicapés, parce que je suis moi-même aveugle, non-voyant, vous savez, comme on dit, mais le résultat est le même. Et je peux vous dire que dans ce que j'ai entendu, je vais être très bref, ce matin, il y avait quand même pas mal de langue de bois. Quant à la GFIP, on lui tresse des lauriers. J'ai connu la GFIP, j'ai été membre du CHSCT national de la BNP à la fin des années 90. J'ai assisté à des réunions à Paris avec la direction de la banque, avec des représentants de la GFIP, et il y a des choses à dire sur la GFIP. Mais on refera, Lucien. Non, mais avant, on a fait une émission sur le handicap. On en reparlera. De toute façon, on fera des émissions sur le sujet. Effectivement. Si vous voulez m'inviter, ce sera avec plaisir. Eh bien, écoutez, on vous recontactera. Vous aviez quelque chose à nous dire sur le don de corps à la science ? Oui, tout à fait. Sur le don de corps, ce que j'ai à dire, c'est que je veux d'abord dire que heureusement que Sud Radio existe. Parce que sinon, je peux vous dire que moi, dans ma bulle, j'écoute beaucoup la télé. Je n'y vois pas. J'écoute la télé, j'écoute toutes les radios. Il a fallu que ce soit Sud Radio qui me donne cette information. Et ça, c'est un scandale. Ça prouve le pays dans lequel nous vivons. Alors j'ai entendu des responsables. Non, il n'y a pas
pas à chercher des responsables. Les responsables, ils sont au niveau le plus haut. Il y a bien une administration quand même, enfin. Bon, c'est cette administration-là qui devait dire ce qu'il en était. On a bien des pouvoirs publics. On sait bien venir nous chercher quand il faut venir nous chercher des histoires sur le plan économique. Et là, mais de quelle façon on traite le citoyen français? On ne nous prévient même pas. On ne nous dit rien. Il y a une radio qui sort cette information. Alors, c'est pas nous, c'est le magazine L'Express qui l'a publié et maintenant c'est repris un petit peu partout. Moi j'étais étonné qu'on n'en parle pas dans les 20h hier, mais vous savez, je rejoins un petit peu notre discussion de départ, ce sont des sujets dits anxiogènes et il ne faut pas angoisser les gens, donc il vaut mieux pas en parler. Mais non, là si vous écoutez, je pense que pas mal de médias vont en reparler. En tout cas la presse écrite, Le Monde a refait un papier sur le sujet. Ce qui se passe est très grave, d'autant que ce centre de don est le plus grand centre d'anatomie européen. Et quand vous allez sur leur site, c'est le paradoxe, c'est d'un luxe, c'est d'un chic et d'une modernité incroyable. Donc le décalage est absolument sidérant. Bon, voilà. Monsieur Macron, il ne veut pas qu'on parle de choses négatives. Il faut avoir un moral positif. Donc, oui, on est trop négatif. Quelques mots sur Amazon. Donc une maire qui refuse l'implantation d'Amazon dans sa commune. Amazon, destructeur d'emplois. C'est à Mondeville, le maire de cette petite commune du Calvados, vient d'annoncer sur sa page Facebook qu'elle comptait s'opposer donc à l'implantation du géant américain sur sa commune. C'est la 3e commune. Il y a eu Chartres, Tremblay en France, qui refuse la construction d'un entrepôt de e-commerce. Ça devait pourtant créer des emplois. Demain, on va évidemment reparler de ce Black Friday qui nous saoule un petit peu depuis le début de la semaine. Vous en pensez quoi ? C'est surtout que ça n'a pas lieu que vendredi. Oui. Ça a déjà commencé. Oui. Non, mais le maire n'a aucune compétence et aucun droit de refuser. Il a compétence liée pour les permis. Si le permis de construire est conforme, un rapport de conformité avec le plan local d'urbanisme, il doit le délivrer. Ça, ce sont des rodomontades dans la perspective des élections. C'est ce qu'on a connu. Je dis pas que c'est bien Amazon, mais c'est ce qu'on a connu avec la grande distribution. C'était toujours. Alors, on a fait la loi Royer, qui fut un monument permettant la corruption, n'est-ce pas ? Absolument. Jean-Luc. Et donc, là, je dis pas que c'est le cas, mais c'était comme les arrêtés anti-glyphosate qui étaient illégaux. On fait un petit peu de mousse. Il y a une vraie question. Il y a une vraie question, c'est vrai que Amazon rend un service et que son développement touche les librairies, touche un certain nombre d'emplois, mais en crée d'autres, qui sont des emplois mal payés de salariés d'exécution des services. Mais c'est pas au maire de venir comme ça prendre la pause. Ludovic de Villèle, je suis assez d'accord, mais la réponse on l'a pas, c'est pas au maire. Et puis il faut arrêter dans ce pays de toujours de taxer, etc. Je crois que c'est un problème de fond dans ce sujet comme dans un autre. Il n'y a qu'à pas acheter par Amazon. Et ces entreprises vont pas s'implanter. Non, mais on est les mêmes qui allons se plaindre. Bien sûr. Non, mais c'est le paradoxe. Mais c'est intéressant. On est tous très paradoxaux. On trouve lamentable qu'un article publie telle photo, mais on va quand même aller le regarder chez le coiffeur ou autre. Voilà, on est plein de paradoxes. Je vais pas répondre au vrai sujet, mais je pense qu'il est là avant de dire que doit faire le gouvernement. Tout le monde tape sur Amazon, mais force est de constater qu'on y participe. Et je vais vous dire, je termine. J'étais prêt à acheter 4 ou 5 bouquins, j'en avais besoin pour Noël, par Amazon, et je ne le ferai pas. Non, ne le faites pas. De même que je fais l'effort d'aller prendre de l'essence là où je prends en vacances, à côté du petit Super U, et ne pas dans les grandes surfaces, parce que je me dis, au moins ça sert l'activité locale. Non, mais les livres, Régis de Castelnau, il y a des libraires qui s'organisent, je le dis ici tous les jours, sur des réseaux de libraires. Tous les libraires aujourd'hui peuvent vous envoyer les livres en 24 heures. Vous allez tuer les libraires si vous achetez vos livres sur ce site. Exactement. Non, je pense, vous avez tout à fait raison, mais c'est la folie du plus bas prix qui a détruit nos sociétés. Mais c'est moins cher, depuis combien c'est moins cher. Et quand vous parlez, le vrai problème pour l'emploi Amazon, c'est surtout que les emplois de libraires, c'était des emplois riches, des emplois de lien social, des emplois heureux. Et qu'à la place de ça, on va avoir un emploi. Mais non, ce sera un manutentionnaire qui courra comme un fou dans le regard d'Amazon pour prendre un livre là, etc. Et jusqu'au moment où il sera remplacé par des robots. Donc, le problème, là aussi, il faut bien voir. Il y a un domaine dans lequel Amazon, et peut-être d'autres sites que je connais moins, est très utile. C'est pour rechercher des livres anciens, des livres qui ne sont plus tout de suite en vente. Si vous demandez à votre libraire, vous allez mettre 15 jours. Alors, si pour uniquement cela, on utilise Amazon, je veux bien. Mais Amazon,
pour les livres qui sortent. Non, s'il vous plaît, nos libraires sont essentiels. Merci à tous les quatre.